Batman Returns ayant enregistré une contre-performance au box-office par rapport à son prédécesseur, les hauts décisionnaires de la Warner mettront cela sur le compte de la vision de Burton, jugée par eux-mêmes trop sombre et pessimiste. Cherchant à se rapprocher davantage du divertissement familial pour le troisième film, ils relègueront Tim Burton au poste de producteur, et c'est Joel Schumacher qui se verra confier la chaise du réalisateur, souhaitant s'inspirer du Batman loufoque et coloré des années 60 pour la nouvelle direction de la franchise. Cette décision coûtera à la saga le départ de son acteur principal, Michael Keaton, qui sera remplacé par Val Kilmer, préféré à Ethan Hawke. Afin d'attirer un public toujours plus jeune, comme ce fut d'ailleurs le cas dans les comics originaux, le personnage de Robin sera introduit et Marlon Wayans, jusque-lors pressenti pour interpréter le rouge-gorge, se verra voler la vedette par Chris O'Donnell pour des raisons qu'on imagine peu honorables. Le whitewashing coûtera également le rôle d'Harvey Dent à Billy Dee Williams, que Schumacher remplacera par le très célèbre Tommy Lee Jones, et Jim Carrey en Riddler viendra confirmer une bonne fois pour toutes la nouvelle tonalité humoristique et enfantine de la saga. Bien le bonjour les anxieuses. Et vous êtes sur Os Comics pour une petite review concernant Batman Forever. Super, je suis ravi d'être là comme vous pouvez constater. Putain, il faut bien passer par là, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Batman Forever, sorti en 1995, réalisé par Joel Schumacher. On est encore dans la même saga que celle entamée avec Tim Burton. Le casting n'est pas forcément le même, mais on reste quand même dans cette saga, on nous le fait comprendre, même si beaucoup de choses ont changé, notamment l'identité visuelle du film, la musique qui n'est plus là, enfin il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il faut, quand tu regardes ce film, te mettre dans la tête que c'est la suite de Batman le défi. C'est très compliqué, mais le film a été vendu quand même comme une suite. Batman, qui est incarné par Val Kilmer, qui a donc remplacé Michael Keaton, doit affronter pas moins de deux nouvelles menaces en les personnes de Double Face, Harvey Dent, et l'homme mystère, Edward Nygma, incarnés respectivement par Tommy Lee Jones et Jim Carrey. Il rencontre une psychothérapeute fort jolie mais pas très intéressante en la personne de Chase Meridian, interprétée par Nicole Kidman. Je fais tout ça de tête. Hein. Et il recrute un jeune poulain, Dick Grayson, interprété par Chris O'Donnell, qui va devenir Robin dans ce film. Et donc voilà, ils vont devoir affronter Double Face et l'homme mystère. Double Face qui s'avère être le meurtrier des parents de Robin, justement. On va commencer par les quelques points positifs que j'ai trouvés à ce film. Ah oui, quel rapport j'ai avec ce film? Mon premier contact avec lui, ça a été sous la forme d'un comic book, et c'est d'ailleurs le premier comic book que j'ai lu dans ma vie. Voilà, pour la petite anecdote. Ça devait être en 95 ou 96, hein, il y avait une bande dessinée qui était sortie en même temps que le film pour promouvoir le truc. Mes parents me l'avaient acheté et j'ai pas vu le film quand j'étais gamin. Le film, je l'ai vu que quand j'étais adolescent, en 2004 avec mes salaires d'apprenti boulanger, pour la petite anecdote. Je m'achetais mes DVD. C'est en 2004 que j'ai commencé à me faire une collection de DVD. Et donc forcément, je me suis acheté le coffret quadrilogie Batman, avec les deux de Burton et les deux de Schumacher. Et j'avais vu que les deux de Burton, surtout le premier. Le 1, je l'avais vu qu'une fois quand j'étais gamin. Et donc, acheter ce coffret, ça m'a permis de revoir Batman Returns, qui est devenu pendant des années mon Batman préféré. Mais également de voir pour la première fois Batman Forever et Batman et Robin, que je n'avais encore jamais vu. Et là, je suis tombé des nues quand j'ai vu ce truc. Putain... Je me suis dit, il y a du mal de fait quand même. Mais voilà, sous la forme d'un comic book, Batman Forever, ça avait une certaine gueule. Hein. Le scénario était pas dégueulasse. Enfin, pour un gosse, quoi. Je veux dire, quand t'es gosse, que tu lis le comic book Batman Forever et que t'as jamais vu le film, tu te dis, faut à tout prix que je vois ce truc, quoi, tu vois. Ça a l'air d'être cool. Point positif, j'ai essayé d'en trouver. C'était pas évident. J'en ai relevé quelques-uns.
On va dire que les origin stories sont pas trop dégueulasses dans ce film. Celle notamment de Robin qui est assez fidèle aux comics. On a utilisé de la même pirouette scénaristique qu'avec Batman sur le premier film. C'est-à-dire qu'on a utilisé un méchant principal de l'univers Batman pour en faire le meurtrier des parents Wayne. C'était le cas avec le Joker sur le film de Tim Burton. Et là, on a refait un peu le même coup. On a utilisé Double Face pour en faire l'assassin des parents de Dick Grayson, alors que dans la BD originale, enfin dans les versions originales, c'est des mafieux, notamment c'est Zuko. Notamment. Enfin bref, voilà. Moi, ça me dérange pas. Quand on modifie, afin de servir le scénario d'un film, quand on modifie quelques lignes comme ça sur une origin story, ça me dérange pas, parce que ça change pas intrinsèquement ce qu'est le personnage, ça modifie pas l'origin story, c'est juste l'identité du tueur qui change, et ça apporte de la profondeur à certains ennemis. Tu vois là, le fait de redonner cette importance dans la conception de Robin à Double Face, pourquoi pas. L'origin story de Double Face, elle nous est très très brièvement raconté dans un flash info qui est suivi par Bruce Wayne et son majordome Alfred, qui d'ailleurs n'a pas changé d'acteur pour le coup. C'est d'ailleurs ce qui nous fait dire qu'on est dans la même saga. C'est Alfred et James Gordon qui restent les mêmes acteurs sur les 4 films. Et donc on voit l'origin story d'Harvey Dent qui est devenu Double Face. On nous raconte ça via un flash info qui est plutôt bien foutu. Et on comprend comment il est devenu Double Face. Pas psychologiquement, mais physiquement, on le comprend. Pourquoi pas? C'est assez fidèle à ce qu'on peut lire également dans les BD. Je crois que c'est dans le Long Halloween ou dans Amère Victoire qu'on assiste à la transformation d'Harvey Dent en Double Face dans le procès de Maroni ou de Falconet, je ne me rappelle plus très bien. Et l'origin story du Riddler, qui est un simple employé de Wayne Industries et qui devient l'homme mystère. Il y a une scène que j'ai trouvée assez sympathique, c'est la scène où il rentre chez lui le soir. Tu vois dans quoi il vit, une espèce de petite chambre de bonne là au fin fond du centre-ville de Gotham City. Et tu le vois quand il a l'idée de créer toute son iconographie de l'homme mystère, tout son monde de l'homme mystère. Et j'ai plutôt bien aimé cette petite séquence, assez sympathique, voilà. J'ai pas dit que j'aimais les personnages, j'ai dit que les origin story avaient été plutôt respectées, plutôt bien traitées dans ce film. Il y a un autre point positif que j'ai trouvé dans le film, et ce sera le dernier, c'est une espèce de sensation de vertige qu'on a en fait sur les plans de Gotham City. Il y a des plans de la ville qui sont faits de manière informatique et qui sont ultra moches, mais vraiment. Mais par contre, j'ai remarqué dans ce film qu'on filmait souvent Gotham City en contre-plongée, sans montrer les ruelles, sans montrer le sol finalement. Donc on a toujours une sensation de vertige avec des bâtiments qui sont ultra gigantesques, des statues immenses, et on est tout petit dans ce décor. Et ça c'est plutôt bien foutu, tu vois, parce qu'on a l'impression que c'est une ville qui est vachement haute, et tu as toujours cette impression de vertige qui revient dans les plans de la ville de Gotham. J'aurais préféré ce genre de réalisation pour un film Superman, tu vois, c'est bien. J'aurais bien aimé qu'on filme Metropolis de la sorte. On va passer au point négatif, la longue liste de points négatifs. Alors on commence par qui là? On va commencer par Double Face, qui est quand même le méchant principal du film. Double Face ici, c'est un Joker qui se tape un délire Double Face. Rien de plus, rien de moins, c'est-à-dire que il n'a de Double Face que le nom et le physique, bien que dégueulasse. Je vous rappelle qu'on est dans un film destiné aux gamins, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé le côté vraiment chair à vif, chair brûlée de Double Face par un espèce de maquillage rose dégueulasse afin de ne pas choquer les mômes. Ça ressemble à rien, c'est hideux. Et tu te retrouves avec un Double Face, Tommy Lee Jones, qui est constamment en train de se la jouer Joker, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de faire des blagues, en train de rigoler. Depuis quand Double Face est un personnage humoristique? Bon. Justement, c'est un personnage qui est quand même assez tragique dans ces différentes itérations, mais là ils en ont fait un Joker, un sous-Joker, voilà. Pour surfer avec le succès de Jack Nicholson sur le premier film. On sait pourquoi ils ont fait ça, les mecs. Dans les films Warner Bros, c'est tellement plus drôle quand les méchants sont des débiles. À chaque fois où Double Face apparaît à l'écran, t'as des espèces de gros plans sur son visage, en fait. Tu sais, il se tourne vers la caméra comme ça pour te montrer qu'un côté de son faciès.
Tout le temps, t'as des espèces de gros plans comme ça, dégueulasses. Pourquoi? C'est bon, j'ai compris que c'était double face, les mecs, pas besoin de me filmer son côté méchant en gros plan à chaque fois qu'il intervient. Donc voilà, double face, le personnage n'est pas du tout respecté sur le plan psychologique, sur ce qu'il est censé représenter. À la base, c'est quand même un ennemi ultra important de l'univers de Batman, un ennemi tragique, un ennemi relativement sombre. Et là, ils en ont fait un clown de service. Même constat sur l'homme mystère. Alors déjà, l'homme mystère incarné par Jim Carrey, donc grosse erreur de casting, puisque l'homme mystère à la base, c'est censé être le parfait inconnu. C'est-à-dire c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, c'est l'homme mystère. Là, on prend un des acteurs les plus connus des années 90. Donc déjà, il y a erreur dans l'énoncé, j'ai envie de te dire. Jim Carrey, donc là, on sait pourquoi on prend ce mec-là. Hein, c'est parce que il faut faire rire les gosses. Voilà, c'est le film est vendu comme une comédie familiale. Donc forcément, on te sort les gros noms de l'industrie du divertissement familial. Donc Jim Carrey, pas crédible en méchant. Jim Carrey, je suis désolé. À la base, ce mec-là, il a toujours un rôle de gentil, quasiment. Mettre en méchant, ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Et alors là, on a un homme mystère qui n'a d'homme mystère que le nom, parce qu'une fois de plus on se retrouve avec un sous-Joker, le mec fait des blagues à tort et à travers, on ne sait pas pourquoi, il prend des postures complètement space là, avec sa canne là. La séquence où Nigma tue son collègue de travail là, dans les bureaux de Wayne Industries, elle me fait toujours marrer parce que il doit être 22h, il est super tard, tu sais, il doit être genre un truc du genre 21h30, 22h, et t'as son collègue du travail qui croise dans le couloir Nigma et qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites encore là, Nigma? Tout le monde est rentré chez lui. Et toi, connard? Qu'est-ce que tu fous encore là aussi, toi? Ça me fait toujours marrer, tu sais. Nigma tue son collègue de travail en le faisant passer par la fenêtre et maquille ça sous forme de suicide. Donc le lendemain, James Gordon est dépêché sur place pour enquêter sur le soi-disant suicide du mec. Il interroge Nigma, Nigma en pleure quand fait des caisses. Je suis vraiment triste, c'était un très grand ami pour moi, je le respectais tellement. Le mec en fait des caisses, c'est... James Gordon tombe dans le panneau, il croit au suicide, il regarde les caméras de surveillance qui ont été trafiquées par Nigma afin de vraiment faire croire au suicide, et le mec tombe dedans sans plus d'enquête, sans plus de cérémonie. Oh, effectivement, il s'agit bien d'un suicide. Donc James Gordon est complètement con dans cette version de Batman, c'est avéré. Concernant Nigma, toujours, il y a une grosse incohérence dans ce film. T'as une scène où il se coupe les cheveux, il change de style capillaire, cheveux ultra courts en brosse, rose pétant, rose fuchsia, on ne sait pas pourquoi. Ok, je veux, si tu veux, pourquoi pas. Séquence d'après, cheveux mi-longs, bruns, comme quand il est Jim Carrey tout court en fait. Et séquence d'après, cheveux plus longs que quand ils étaient en brosse, mais plus courts que quand il était en Jim Carrey. Comment ça se passe au niveau de ses cheveux à ce mec-là? Regardez le film, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On va passer à Robin, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur Robin. Déjà, le casting est complètement foireux, le personnage est beaucoup trop vieux. Ou alors c'est Bruce Wayne qui est trop jeune, mais il y a un truc qui va pas, il y a 50 décalages, il y a 50 différences entre Bruce Wayne et Robin. Donc déjà, il y a un gros souci. Je suis pas pour le Robin gamin, j'aime pas Robin parce que généralement Robin c'est toujours un gamin dans les BD ou dans les dessins animés ou quoi. C'est toujours un gosse de 10 ans et on va me faire avaler que Batman il emmène avec lui sur le champ de bataille un gamin de 10 ans. Du coup si le gamin de 10 ans est capable de faire le même boulot que Batman, ça décrédibilise le travail de Batman, tu vois. Ça veut dire que tout le monde est capable de faire ce que fait Batman, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime pas le personnage de Robin, vous le savez. Donc le fait qu'on ait voulu le vieillir pour le rendre un petit peu plus réaliste quand même, pourquoi pas, mais il y a quand même un juste milieu parce que là c'est un mec de 25 ans dans ce film. Je sais pas, moi, Robin, pour moi, je le verrais plus aux alentours de 16-17 ans, quoi. Pourquoi pas? Là, c'est soit 25 ans, soit c'est un gamin de 10 ans. Au bout d'un moment, les mecs... Bon, je sais pas si c'est Robin qui est trop vieux dans ce film ou Bruce Wayne qui est trop jeune, mais c'est vrai que Bruce Wayne est sacrément jeune. Val Kilmer, il a une tête de minot là-dedans. Ça, je sais pas, j'ai un peu de mal. Une super séquence avec Dick Grayson qui sèche son linge. Façon acrobatique, façon artistique. Le mec fait tourner ses slips. Et là, tu as Alfred qui voit la séquence et qui se dit ce mec-là, il est doué. Calme-toi, il fait tourner ses slips pour les accrocher sur une corde à linge.
En quoi ça fait de lui un futur combattant du crime? Ah bah Alfred, lui, il n'y a aucun doute, hein, le mec il fait tellement bien tourner, virevolter les serviettes que ça va être le meilleur équipier de Batman, quoi. Et du coup, Alfred, sans se poser de questions, il confectionne un costume dans la foulée à Robin. Allez, tiens gamin, prends. Va te faire péter la gueule. Avant que Dick Grayson ne devienne officiellement Robin, il tombe par mégarde sur la Batcave, en se baladant dans les couloirs du manoir Wayne. C'est-à-dire que t'es invité chez Bruce Wayne pour bouffer, tu peux éventuellement tomber sur la Batcave juste parce que tu t'es gouré de porte pour aller pisser, tu vois. Voilà. On en est là, quoi. Le truc est pas mieux caché que ça. Donc Dick Grayson tombe sur la Batcave, voilà. Alerte intrus, t'as tout qui se met en branle, là, les lumières rouges, le système d'alarme, comme quoi il y a quelqu'un dans la Batcave qui est pas censé être là, ok. Sauf qu'il y a personne qui réagit à ça. Bruce Wayne s'en branle littéralement, c'est même pas où il est à ce moment-là. Même chose pour le majordome Alfred, qui doit être en train de prendre sa douche. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller dans la Batcave, t'as tout un système d'alarme qui sert à rien parce que tout le monde s'en branle lorsque le système d'alarme est déclenché. Quoi qu'il arrive, système d'alarme ultra efficace qui te sort la Batmobile, qui te donne accès au costume, limite qui te déverrouille les mots de passe sur le bat ordinateur, tu sais, j'ai pas compris. T'as un intrus dans la Batcave, ça te montre tout. Ça te montre que Bruce Wayne c'est Batman. Plutôt que de tout planquer, tout boucler, tu vois, non, là c'est l'inverse, ça ouvre tout à tout le monde, c'est la fête du slip, c'est la fête foraine le truc. Bref, Dick Grayson tombe sur la Batmobile, il a pas les clés mais il arrive à démarrer la bagnole, il sait la conduire et aucun problème, pas de système de sécurité sur la caisse, tout le monde a accès à la Batmobile à partir du moment où tu trouves la Batcave, chose qui a l'air d'être relativement simple à faire dans le film, je vous le rappelle. Dick Grayson se tape une petite virée dans Gotham à bord de la Batmobile, à visage découvert, dans la Batmobile. Sachant que ses parents sont morts il y a 3 jours donc, et que ça a fait la une de la presse locale. Donc j'imagine que le fait que Bruce Wayne a recruté le gamin à la suite de la mort de ses parents, ça a fait aussi la une des journaux. Donc tout Gotham sait que Bruce Wayne, le milliardaire, a mis la main sur le gosse, l'a recruté chez lui, enfin l'a accueilli chez lui. Tout Gotham le sait, et là t'as Dick Grayson à visage découvert qui se balade avec la Batmobile. Normal. Et ça met la puce à l'oreille à personne. Probablement pas à James Gordon qui est complètement con dans ce film de toute manière. Allez, un autre personnage, à qui le tour? Chase Meridian par exemple. Alors des love interest inutiles j'en ai vu, surtout dans les films Batman, mais alors putain, là je crois qu'on est au sommet. Hein. Chase Meridian c'est le seul personnage féminin du film, si je ne dis pas de sottises. Et c'est une salope. C'est une salope, c'est une parfaite salope. C'est-à-dire que la meuf elle peut pas s'empêcher de parler de cul quand elle parle à Bruce Wayne ou à Batman. C'est une nymphomane cette gonzesse. Et c'est la seule femme du film. Film pour les enfants. Bravo Warner Bros. Bravo. Arrêtez de faire des love interest qui servent à rien à Batman. À la limite, comme j'avais expliqué sur Batman Returns, l'histoire d'amour avec Catwoman, ça c'est intéressant parce que ce sont Batman et Catwoman, quelque part ils se ressemblent un peu, voilà, ils sortent la nuit faire leurs conneries, machin. Donc là, une histoire d'amour de merde qui sert juste à faire perdre du temps aux téléspectateurs. On a envie que ça se termine vite, tu vois, et du coup on te rajoute des scènes de merde, soi-disant sentimentales avec elle, là. Mais putain, mais bouclez-moi ce truc, quoi, on s'en fout, c'est chiant, c'est nul. Putain, voilà, elle plombe le film, putain, et c'est la seule femme, ça fait chier, quoi. Allez, Chase Meridian, ton compte est bon. Robin, je crois qu'on a fait le tour sur Robin. Ouais, on va parler de Batman. Alors Val Kilmer, que je trouve beaucoup trop jeune, il a une tête de minot, je sais pas, il manque d'expérience, il manque de charisme, il est absent. Quand il est là, il est absent. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas plus mal pour un mec qui est censé incarner Bruce Wayne, mais même en tant que Batman, il est absent, tu vois. Puis de toute façon, le film le ton donné à ce film est beaucoup trop léger et drôle pour que Batman ait une véritable importance à l'écran, une véritable présence, tu vois. Puis vous avez vu le mec, comment il est bâti, sans déconner? Putain, mais on parle de Bruce Wayne, bordel de merde. Et en plus, c'est un con, parce que dans les années 90, quand ce film a été fait, t'en avais des films avec Schwarzenegger, avec Stallone, la mode du bodybuilder américain dans les films d'action, putain de merde, ça date pas des années 2010, ça, ce truc-là, ça date bien des années 80-90. Là, on te demande de trouver un acteur
ou de faire en sorte que l'acteur qui va interpréter Batman soit quand même un tant soit peu impressionnant physiquement, parce qu'on parle de Batman, on parle d'un gars qui a passé toute sa putain de jeunesse, son adolescence, et à s'entraîner à différents arts martiaux, à toutes les techniques de combat rapprochées. Le mec il fait 200 pompes au petit déjeuner tous les matins, et là on te sort un gringalet. Le mec est moins baraqué que moi. Le mec est moins baraqué que moi, bordel de merde. Je trouve ça normal dans un film Batman. Donc comme j'expliquais, tout est surjoué tout le temps par tout le monde. Voilà, on est dans un film dessin animé. La caméra qui fait des trucs, les travioles la plupart du temps, la caméra, tu sais pas pourquoi. T'as toute une espèce de séquence qui sert à rien une fois de plus, dans laquelle Bruce Wayne va rendre visite à Chase Meridian à son bureau. Donc il arrive dans le truc du psychologue machin là. Et tu sais pas pourquoi, t'as une espèce de travelling qui suit le déplacement de Bruce Wayne, mais la caméra elle est traviole. La caméra elle filme comme ça, elle filme penchée. Et des plans comme ça à la con, t'en as plein dans ce film. Comme je te dis, les gros plans sur double face. Arrêtez avec... T'as envie de vomir, ce film te donne la nausée. La caméra elle va trop vite, elle filme des trucs en gros plan alors qu'il n'y a pas lieu, elle fait des travelling pour un oui pour un. Ce film donne mal au crâne, parce qu'aussi il y a une musique. Il y a la musique dans ce film, donc vous aurez compris que Danny Elfman a été remplacé par... c'est Elliot Goldenthal qui a fait la musique de ce film. Alors du coup, Elliot Goldenthal, il nous a fait une espèce de musique de cirque, là, une espèce de fanfare, avec des trompettes, avec des machins, la musique qui te casse le crâne. Puis aucun relief, il n'y a pas de thème, si il y a un thème principal, mais il est chiant comme la pluie. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien, il n'y a pas de montée épique de trucs. Vous allez me dire, le film n'est pas épique, donc la musique, il est normal qu'elle suive le ton, mais... J'avais parlé de la façon que Schumacher a de filmer Gotham City, c'est-à-dire en contre-plongée, nous montrer qu'il y a des grandes statues immenses, des bâtiments à perte de vue. Oui, ça je suis pour, mais par contre, pourquoi, quand la nuit tombe, nous foutent des spots de partout, de toutes les couleurs? Tu crois dans une boîte de nuit, merde. Merde. Alors t'as du bleu, du violet, du rose, du vert, toutes les couleurs. Puis les criminels de rue, hein, ils ont des espèces de costumes d'Halloween ultra kitsch. Mais vraiment le costume d'Halloween que tu achètes à ton gamin pour aller demander des bonbons, tu vois. C'est le truc, le costume noir avec les squelettes dessinés là. Voilà, ils sont habillés comme ça les mecs, les criminels de rue dans ce film. T'imagines toi, tu te balades, je sais pas moi, en Seine-Saint-Denis ou quoi, et t'as les mecs qui viennent t'agresser, ils sont habillés comme ça, sans déconner. À la fin, l'homme mystère et double face ont trouvé refuge sur une espèce de QG. En fait, c'est une île en métal, au milieu de la baie de Gotham, dans l'eau. Et ça leur sert de QG, mais c'est une putain de tour de toutes les couleurs, le truc, tu peux pas le louper quoi, personne ne peut le louper, à moins d'être complètement aveugle et sourd, parce que le truc fait de la musique en plus. C'est leur QG. Il n'y a pas un militaire, il n'y a pas un flic, il n'y a pas James Gordon, non, qui s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que ce truc au milieu de l'eau, là? Non le résumé du film, je voulais dire un truc, là. Ça sera le résumé. Pourquoi ce film m'énerve? C'est parce qu'on a voulu se séparer de la vision de Burton, soi-disant trop sombre et trop pessimiste pour des gosses. Il nous faut attirer des gosses dans les salles de ciné parce que les gosses ils viennent avec leurs parents, donc ça fait double pognon. Voilà, c'est ça la mentalité, c'est ce que pense Marvel actuellement avec leur MCU, hein, faut quand même le rappeler. Donc faut à tout prix faire des films humoristiques drôles dans lesquels il se passe rien, dans lesquels personne n'est jamais en danger ou quoi que ce soit. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose sur cette putain de chaîne. Donc là ça a été fait avec Batman et Batman Forever. On a foutu des couleurs partout, là, voilà. Allez les gosses, regardez, c'est un parc d'attractions le film. Les méchants font des blagues, il y a de l'humour, il y a de la couleur, il y a un personnage auquel vous pouvez vous identifier. Ah bon, il a 25 ans. Parce que c'est là où les mecs ils me font marrer. À la base, Robin dans les comics, il a été créé pour deux choses lorsqu'il a été créé. Première chose, c'était faire en sorte que Batman ne parle pas tout seul. Et éviter des bulles de pensée à rallonge dans les comics. Voilà. Le but, c'était de donner la réplique à Batman. Et l'autre but, c'était d'attirer un public encore plus jeune, sachant que les comics des années 40, c'était déjà pour les gosses, hein, c'était pas pour les adultes, ça n'existait pas les comic books de super-héros pour les adultes à cette époque-là, c'était entièrement pour les gosses. Mais pour bien confirmer le fait que c'était pour des gosses, on a créé Robin, gamin de 10 ans, pour que le lecteur s'identifie à lui. Ok. Et
Warner Bros, ça faisait un petit bout de temps qu'ils voulaient foutre Robin dans leur film. Ils voulaient déjà foutre Robin dans les films de Tim Burton et Tim Burton a dit non, j'en veux pas. Parce que ça va décrédibiliser mon film. Le personnage de Robin décrédibilise l'univers de Batman. On pourra en parler dans une vidéo pause d'ailleurs de ça. J'ai des arguments à ce sujet-là quand même. Parce que pour moi, oui, le personnage de Robin décrédibilise l'univers de Batman. J'ai horreur de Robin. Bref, là Warner Bros, ils ont fait le forcing. Ils ont réussi à mettre leur putain de Robin. Pour que le jeune public s'identifie à lui. Mais quel jeune public? Ton Robin, il a 25 ans. T'es même pas foutu de faire les choses correctement, bordel. Mais un Robin de 16 ans. Voilà, là, il y aura déjà plus de jeunes qui pourront s'identifier à lui. Pourquoi ce film m'énerve? Voilà, c'est mon résumé. Une fois de plus, on prend les gamins pour des cons. Parce qu'on veut faire un film pour des gosses, on les prend obligatoirement pour des cons. Pour des débiles. On fait des films de merde. On se prend même pas la tête à écrire une histoire cohérente, à proposer je sais pas, tu peux proposer des films légers, fun, mais un tant soit peu sérieux pour des gamins. Moi, j'ai grandi devant le Batman de Tim Burton, et alors, il est où le problème? Putain, justement, j'ai pris une claque quand j'ai vu ce truc-là, parce que quand t'es gamin, que tu vois un film comme le Batman de Tim Burton, tu te dis c'est Batman, donc c'est pour les gosses. Mais c'est un film où il y a des gens qui meurent, tu vois, c'est un peu sombre, c'est un peu macabre, et quand t'es gamin, tu vois ça, tu te dis je suis un grand, que je regarde des films pour les grands. Tu vois, le mec, il a matché. Parce que tu peux faire des choses pour les gamins sans les prendre pour des... comment dire, pour des bébés. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gamins qui vont au cinéma voir des films, ils n'ont pas 5 ans, ils n'ont pas 4 ans, ils n'ont pas 3 ans. Hein. Ils ont minimum 7-8 ans. À 7-8 ans, t'es pas un bébé non plus. Moi, à 7-8 ans, je regardais le Batman de Tim Burton, j'ai pas été traumatisé par quoi que ce soit. Faut arrêter de prendre les gamins pour des bébés. Bordel de merde. Faudra peut-être que Marvel, ils comprennent ça aussi. Hein. On veut faire un film pour des gosses. On n'assume même pas, parce que le Robin, déjà, il a 25 ans. On met une femme dans le film, c'est une salope. C'est quoi le message que tu veux transmettre aux gamins, là? C'est quoi cette vision de la femme que t'as, là? Ça vous choque pas qu'on fasse passer les meufs pour des salopes dans un film pour des gosses? Ça vous choque pas? Ça vous en foutez de ça? Vous êtes ravagés, hein. Enfin, tu me diras, vu la gueule des producteurs, à mon avis, j'imagine bien les mecs, les producteurs des chez Warner, là, ceux à qui on doit toutes les merdes qu'on a depuis des années, et là, c'est des mecs en costard qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie, qui n'en a rien à foutre. Ils savent juste que ça va leur rapporter du pognon. Ils s'emmerdent pas avec ça, hein. Les super-héros, c'est pour les débiles, hop, voilà. Ça nous rapporte du fric. C'est ça, hein, les mecs, faut pas chercher à comprendre, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des films de merde depuis des années chez Warner Bros. Hein. Parce que les mecs qui sont à la tête de ça, ils sont pas foutus de s'intéresser au sujet, quoi. Alors j'imagine bien que ce genre de bonhomme, ils ont pas une très grande considération des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça les choque pas, eux. 6,5. Voilà. C'est la note que je donne à ce film. C'est un point de moins que Superman 2 parce que j'ai beau comparer les deux pour savoir lequel est le meilleur, ben je pense que je préfère quand même regarder Superman 2. Même s'il y a un taux de saloperie qui est quand même assez élevé dans ce film. Batman Forever, j'ai quand même vu plus de fois Superman 2 que Batman Forever et ça veut dire ce que ça veut dire. Je passe plus mon temps dans les magnétoscopes à vous parler de films de merde que de bons films, vous l'aurez remarqué. Hein. C'est pas de ma faute, hein. Moi je fais dans l'ordre chronologique. Hein. Je sélectionne pas les films, hein. Je les fais tous. Et là où j'ai peur, c'est que je crois qu'après Batman et Robin 1997, c'est Catwoman. Hein. Et là je parlais de femmes prises pour des salopes. Bon, on va déjà parler de Batman Forever, Batman et Robin, pardon, dans le prochain magnétoscope. On va déjà... Chaque chose en son temps, les mecs. Chaque chose en son temps.